que le tienne aussi. Parfait. Alors Zig Blanquer est un militant dit, autonomiste et farouche désinstitutionnaliste et écrivain. Il a importé le terme validisme en France et écrit, depuis plus de 20 ans dans diverses revues et médias en ligne. Il nous propose aujourd'hui une discussion autour de la lecture de son texte intitulé «Fait main». Alors le texte sera affiché, pendant, la lecture. Cependant, si vous voulez suivre à votre rythme et conserver le texte pour, la discussion, un lien sera mis dans quelques secondes dans le chat pour vous permettre de télécharger le texte. Il sera en français et en anglais pour que chacun puisse suivre. Alors, voici le lien. Bon courage pour les manœuvres. Et et je vais lancer le texte. Si ça ne parle pas, au bout d'un moment, vous me direz, j'espère. Fait main. Mai 2017. Ce n'est pas ma main qui écrit ce texte. Lors de la performance à table de Loïc Touzé, il y avait une écrivaine qui partageait sa terreur persistante d'être un jour accidentée de la main et se figurer ne plus pouvoir écrire, ne plus exercer sa passion, ne plus savoir vivre. J'ai pris la parole, sans lever la main, mais les yeux. Je lui ai expliqué que je n'avais pas besoin de main pour écrire, que j'écrivais tous les jours, sans main. Du fait d'être tétraplégique en raison d'une pathologie neuromusculaire, ma main est un membre sensitif, mais non moteur, non fonctionnel. Du moins, pas assez fonctionnel pour toute une gestuelle de survie quotidienne, autant que pour une société conçue par et pour les personnes valides. J'ai mentionné à l'écrivaine que j'écris majoritairement avec une reconnaissance vocale informatique. Je parle à un micro pour écrire. Je parle maintenant. Je parle la plupart du temps pour parvenir à vivre, à des personnes dont la main présente assez de motricité pour pouvoir agencer ma vie. Je vis littéralement par la main d'autres. La main qui frotte la brosse sur mes dents, la main qui ferme la porte de mon appartement lorsque je pars bosser, la main qui coupe l'oignon que je vais cuisiner, la main qui tend le titre de transport aux contrôleurs et contrôleuses, la main qui tape la cendre de la cigarette que je fume, la main qui donne la monnaie à la boulangère, la main qui m'essuie l'anus après que je suis allée aux toilettes, la main qui appuie sur le bouton d'arrêt du bus, la main qui amène et retire la cuillère de ma bouche, la main qui me rase, la main qui me remonte la couette la nuit quand j'ai froid, la main qui tient la lettre que je lis d'un ami annonçant de mauvaises nouvelles, la main qui essuie ensuite mes larmes, la main qui glisse mon bulletin de vote dans l'urne, la main qui tape mes SMS dictés, la main qui ouvre le paquet de bonbons qu'un gosse devant moi me réclame, la main qui recoiffe mes cheveux, la main qui lève mon verre pour trinquer puis le porte à ma bouche, la main qui verse la quantité de paprika que je veux cuisiner, la main qui met les préservatifs dans mon sac de voyage, la main qui signe mes chèques, la main qui boutonne ma chemise, la main qui positionne l'appareil photo pour ma prise de vue. On pourrait demander à Deleuze et Guattari, que serait un devenir main? Leur devenir invite au mouvement, à partir du désir de traverser la frontière des normalités admises, pour en faire advenir des possibles
emmener l'usuel depuis son désir d'exister vers du terrain inhabituel, créer des forces d'improbabilité. Ma main ne présente aucune qualification de performance rentable, ni ne répond à la convention sociale préhensile. Pour autant, elle advient au monde de façon multiple. Ma main corporelle est un élément fragmentaire, qui va chercher dans son voisinage un autre organe singulier pour réaliser sa puissance d'agir. Ma main sonde constamment d'autres annexes palmaires et digitales. Mes phalanges, mes muscles, mes innervations manuelles existent par alliance des mêmes éléments en d'autres mains. Aucune n'étant ma main, toutes pouvant devenir mes mains. Comme une évasion organisée de la normalité fonctionnelle. Ma main arrive autre part qu'à moi, perpétuellement. Elle n'est qu'un rapport avec l'autre. Elle traverse mon épiderme pour habiter momentanément l'épiderme d'autres mains où elle prend racine. Toutes ces mains transitoires, événementielles, forment le rhizome de ma fonction manuelle. Mon agencement vital est toujours de seconde main. Les gestes ne sont jamais de moi. En revanche, les actes le sont toujours. Mes choix sont maniés de façon plurielle. Officiellement, j'emploie un relais 24 heures sur 24 de 6 personnes, 12 mains, pour manipuler mon quotidien. Ma main est comme constamment double. Sa volonté intellectuelle se loge dans ma paume, cognition sensible. Sa réalisation corporelle se meut dans le poignet et les doigts d'autres mains, mécanique cognitive. C'est très rarement ma main qui atteint le monde dans son palpable, sa préhension, sa poigne. Je transite par la main d'autrui, disponible et volontaire. Je m'associe parfois à des mains d'inconnus, une passante qui m'ouvre la porte de la librairie, un type dans la rue qui me demande une clope et à qui j'explique dans quelle poche il peut me la prendre. Toutefois, je suis nettement plus à l'aise avec les mains que j'ai choisies, celles de mes assistantes et assistants. À force de symbiose quotidienne, j'ai appris chacune de leurs différentes densités gestuelles. Je reconnais leur innervation, j'ai induit leur dextérité. Mais je ne m'y arrête pas, dans cette main. Il ne s'agit que d'un accord conjoncturel. Je ne dois vraiment pleinement toucher, joindre que mes amantes et amants. De ces parenthèses artisanales d'où la motricité doit être réinventée, peut faire advenir d'autres possibles sans aucun territoire préalable. Ce sont ces partenaires intimes qui m'ont le plus appris à considérer mes mains atomiques, à vivifier mes amplitudes minimales, à rétablir du contact d'où les forces sont un jeu et non plus un enjeu discriminatoire. Mes mains cessent d'être des atrophies et rétractations cliniques, des immobilités chômeuses, et elles deviennent de la pulsation, de la vibration, de l'attention, de l'exploration, de la composition. Parfois, je ne supporte plus la main de mes assistantes et assistants, qui n'est jamais la même, mais qui est toujours source de transduction. Tout se ressent dans une main, de sa délicatesse compréhensive, minutieusement attentionnée, à sa peur maladroite, moite, tremblante, son impatience négligée, parfois maltraitante. Certaines saccades de charité raidies, suintantes de validisme et de mainmise exotique, voulant alpaguer mes moindres choix gestuels. De plus en plus, ces dernières années, des mains d'organismes institutionnels, par procuration, en viennent jusqu'à me toucher. Elles m'atteignent par l'entremise d'une main-d'œuvre obligée par Pôle emploi, main d'inadvertances intérimaires, mains bien trop menottées à leur propre survie précarisée, n'étant pas volontaires à assister les mouvements de quelqu'une d'autre. Il n'y a alors aucune délicatesse de vie, seule de la survie émaniée. Ces jours-là, j'ai les poings serrés, parfois d'impuissance rageuse, mais autant de fois que je peux, en direction de luttes autonomistes qui réfléchissent à des interdépendances choisies
et non subi. Nous sommes de plus en plus dandys à revendiquer de choisir et former nos équipes d'assistantes de vie, d'obtenir les budgets pour consciemment prendre en main nos autonomies quotidiennes, de ne pas être assujettis à des entreprises d'aide à la personne ou à des foyers institutionnels où les mains sont usinées. Une main est un récif de force et de fragilité. Un révélateur d'intimité, c'est un touchant, touché difficilement dissimulé. Il y a des mains éminentes que j'accueille volontiers, comme nervure vitale à mon quotidien. Celles-ci manœuvrent une complicité existentielle. Leurs consciences se disposent en agilité. Elles deviennent de discrètes jointures à ma corporéité. Ces mains qui savent entendre les miennes, qui savent élaborer leur mobilité. Mon existence quotidienne dépend de cet artisanat de poignets, paumes, doigts. Mes mains n'en sont pas inertes, elles sont comme en permanence greffées à ces autres mains. Je réfléchis et reçois les gestes à partir des miennes, ce sont comme des radars somatiques. Ce qui fait que les mains des autres sont des éléments environnementaux essentiels pour moi, m'engendre toute une écologie de perception. La façon dont les personnes valides peuvent délimiter leur corps, individualiser leur anatomie sociale n'existe pas chez moi. Je ne peux que faire corps avec d'autres corps. Mon ergonomie de survie est toujours un double corps, un trait d'union. J'ai au moins 3 mains. On m'a un jour questionné. En fait, tu ne touches jamais le monde puisque tu n'as jamais les choses dans tes mains. Je me rappelle qu'on jardinait et que je lui avais alors décrit tout ce que je percevais à travers les contractions musculaires de ses gestes, les postures de son corps, allant jusqu'à de minuscules frémissements, les échos dans ses regards. Toucher est une lecture du monde parmi d'autres lectures sensibles. Je lui avais donné ma lecture du poids des cailloux qu'il soulevait, de l'humidité et de la température de la terre qu'il écartait, de la texture des herbes qu'il manipulait. Ces descriptions s'étaient avérées très proches de son ressenti. Mon palpable est une exploration migratoire d'une main à une autre, m'ayant appris à tâter différents territoires sensibles, à devenir de multiples, microscopiques discernements. Mes agissements envers le monde se font par des membres transitionnels, que je détiens, autant qu'ils me tiennent, les mains des assistantes et assistants me manipulant le corps jusqu'à la fin de ma vie. Cela fait que nous avons chacune entre les mains une responsabilité partagée, une codépendance, un commun sans organes, pourrait-on dire, d'où il devient indiscernable au bout d'un certain temps de vouloir définir une propriété du geste, tant avoir la main m'est un joyeux pickpocket d'high five. Ben, merci pour la traduction en anglais aussi que je vous piquerai. Oui, merci. Et donc, pour les prochaines minutes, ce qu'on vous propose, c'est que, évidemment, vous pouvez poser vos questions dès maintenant. On a essayé d'y préparer quelques-unes, mais c'est vos questions qui ont la priorité, bien entendu. Ouais, n'hésitez pas. Moi, je suis pas du tout bon, en fait, pour du monologue. Je suis à l'aise pour écrire et je suis pas du tout à l'aise à l'oral. Par contre, voilà, on s'était dit que si ça pouvait être un ping-pong avec des questions, ça, y a pas de souci pour moi dans le dialogue. Mais vous faire un exposé comme les exposés brillants des camarades avant, moi, je suis un gros naze pour ça. Mais du coup, voilà, on vous avait proposé la lecture de ce texte. Et si ça vous fait des réactions positives ou même négatives, vu que c'est quand même un gros sujet de se livrer. Alors, quotidiennement, ça peut être là, moi, le texte que j'évoque, du coup, c'est du H24, mais ça peut être aussi moins d'heures. Mais pour autant, il y a un rapport de conscience qui est loin d'être évident suivant la qualité la qualité des personnes qu'on parvient à recruter ou qu'on parvient pas à recruter des fois.
Du coup, si vous avez des questions, que ça vous fait écho à des situations que vous vivez, n'hésitez pas. Et du coup, oui, pour rebondir, là, tu parles dans le texte de la relation entre la personne handicapée et son assistant ou l'assistante de vie, et tu le disais, c'est une relation particulière. Et du coup, comment toi, tu crées cette relation et notamment comment tu choisis les personnes qui seront tes assistants ou assistantes de vie? Alors, c'est certain que là, au bout du coup, on parle de 20 ans, 20 ans d'emploi direct avec... ça n'a pas été immédiatement du 24/24 et je pense que comme la plupart de nous, au début, je me suis fait avoir par le piège et la disponibilité institutionnelle aussi des prestataires. Donc, je crois que les 8 premières années, ça a été majoritairement des prestataires et de l'emploi direct pour la nuit. Après, je crois que voilà, comme beaucoup d'entre nous, j'ai voulu limiter le prestataire parce que la maltraitance était complètement légitimée, elle était officiellement autorisée. Et du coup, j'ai évolué par rapport au recrutement, j'ai évolué j'aurais envie de dire de mieux en mieux, mais j'ai l'impression que le marché du travail et la considération du métier d'assistant, ça peut être aussi un peu de pire en pire vu les politiques nationales et internationales. En tout cas, désormais, le recrutement se fait vraiment par étapes avec la première partie, c'est beaucoup des questions, du questionnement autour de l'éthique, en fait. J'avoue que moi, personnellement, je me contrefous un peu du CV de la personne autant que des propos de type lettre de motivation, parce qu'on se rend compte que c'est toujours les mêmes. C'est aussi, on est quand même dans un contexte capitaliste où voilà, les personnes se vendent pour travailler, les propos sont assez souvent identiques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'éthique de la personne par rapport à cette conception qui nous réunit aujourd'hui sur l'autonomie et la désinstitutionnalisation, en fait, à voir si c'est des personnes qui vont vouloir recréer à domicile une forme d'institutionnalisation. Moi, je suis persuadée que voilà, les services prestataires et de mauvais services mandataires recréent une institutionnalisation à domicile. Ou si c'est des personnes voilà, qui vont avoir une éthique d'autonomie par rapport à tout ce qui a été évoqué ce matin par les autres camarades, quoi, qui auront un respect pour les choix de vie de la personne et qui ne seront pas dans une envie d'envahir, d'imposer des choix, d'être dans une vision charitable, infantilisante, tout ce qu'on connaît comme abus, quoi. Donc, disons qu'il y a une première, dans la phase de recrutement, c'est déjà essayer d'évaluer ça avec la personne. J'avoue que personnellement, je me contrefous quelle est la culture, la culture, la politique, la philosophie, la religion de la personne. Moi, je cherche vraiment pas quelqu'un d'identique à moi, dans la mesure où je partage pas ma vie personnelle avec la vie personnelle des assistantes et des assistants. Mais par contre, voilà, ce qui m'intéressera, c'est comment elle se sent dans son travail, comment elle se projette dans son travail, quelle sera sa posture, et du coup, avec un gros focus sur l'autonomie, en tout cas, quoi. Et du coup, alors c'est une question qui vient d'être posée. Est-ce que tu peux donner des exemples de questions que tu utilises pour évaluer l'éthique d'une personne lors d'un recrutement? Oui, tout à fait. Alors, il y a une question sur l'aspect relationnel, parce que voilà, moi j'ai cette spécificité en tout cas de ne pas souhaiter d'avoir... c'est quelque chose que je vois que des camarades reprennent de plus en plus dans les textes de recrutement maintenant. Moi, j'ai défini il y a 10 ans que je voulais pas de relation amicale, pas de relation de type éducatif, social, et pas de relation de type psychologique. Et en fait, voilà, c'est en s'étant rendu compte au fur et à mesure des années que beaucoup de personnes viennent dans une posture de sauveuse, en fait, en partant du principe que si on dispose d'un handicap, alors plus ou moins élevé, ça peut être physique ou cognitif, on a forcément besoin d'aide, en fait.
Et je pense qu'il y a une grosse, il y a une méprise entre aider et assister. Et moi, il y a vraiment un entretien d'1 heure et demie assez long en échange avec la personne où je mentionne que moi, j'ai besoin d'assistance ergonomique, en fait, pour qu'on mon quotidien soit le plus ergonomique et d'aide technique, mais que j'ai pas besoin de soutien psychologique, j'ai pas besoin de partage sur ce que je vis, en fait. Et je crois que je me suis perdue par rapport à ta question. Non, 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 c'était mais ça a répondu, la question c'était, les exemples de questions, utilisées pour évaluer l'éthique d'une personne, lors du recrutement donc Ouais, du coup, il y aura l'aspect, alors excuse-moi, il y a l'aspect relationnel. Je demande aux personnes, la dernière question, c'est comment elles conçoivent le boulot d'assistant de vie. Alors là, en l'occurrence, auprès d'un employeur direct à domicile, par rapport à un travail en institutionnalisation, en institution. Ça, c'est une question. Alors, je dis aux personnes que voilà, si elles se sentent pas de répondre ou que c'est un domaine qu'elles connaissent pas, il y a aucun souci. Mais c'est souvent intéressant de voir des personnes qui ont travaillé en institution avec toutes les institutions qu'on connaît qui deviennent de plus en plus fourbes parce que de plus en plus de l'ordre de la micro-institution, les personnes qui ont bossé souvent ont des réflexions assez intéressantes entre ce qu'elles ne veulent plus et ce qu'elles attendent de trouver plutôt auprès d'employeurs directs à domicile, en fait. Et la première question, écoute, avec le track idiot, je ne me rappelle plus de la première. En tout cas, voilà, c'est vraiment l'aspect relationnel, le rapport à l'institutionnalisation et l'éthique d'autonomie. OK, merci. Donc du coup, il y a une autre question du public, mais Ouais. différente, et donc elle dit: «J'ai compris que vous travaillez à l'extérieur de chez vous. Comment se passe la relation avec vos assistants de vie, au travail vis-à-vis de votre employeur et ou par rapport à l'application de la convention collective?» Alors, du coup, peut-être préciser après, politiquement, moi, je vois pas une gigantesque différence, mais la plupart de mes boulots sont non salariés. C'est aussi un choix personnel par rapport à l'enfer en France de perdre rapidement la hache dès qu'on a un tout petit bout de salaire, 2 € et la hache est j'exagère, mais la hache est coupée très vite. Après, ce sont des postes tout à fait professionnalisants et plutôt auprès de public et dans des associations. Ça peut être en EHPAD, ça peut être avec des personnes autistes au sein d'un CRA et ça peut être aussi auprès de personnes migrantes dans des préparations des commissions juridiques. Après, je pense que travail comme vie personnelle, l'idée c'est la même, c'est que j'explique vraiment aux personnes valides, autant si je vais chez des amis que si je vais bosser dans une structure. J'explique très clairement quelle est la posture de l'assistant, en quoi il est là pour m'assister moi dans toute la gestuelle que j'ai besoin. Donc au travail, ça peut être par exemple pendant un entretien de prendre les notes à ma place. Par contre, voilà, je pose également les limites que cette personne ne travaillera pas évidemment à ma place, qu'elle n'est pas là pour échanger, pour être envahie. Moi, je dis envahie aussi parce qu'au final, il y a pas mal d'assistants de vie qui travaillent auprès de moi qui racontent qu'ils peuvent, dans d'autres postes, que ce soit institutionnalisés ou auprès d'employeurs directs, avoir vécu de l'envahissement aussi. Avoir vécu voilà, des employeurs qui les sollicitent à raconter leur vie privée, les sollicitent à raconter, je ne sais pas moi, les films qu'ils regardent, les bouquins, où est-ce qu'ils vont en vacances, tout ça. Et il se trouve qu'il y a des assistants qui ont aussi envie de venir au taf, de faire le taf et de pas avoir ces interactions forcément. Du coup, voilà, ça peut être aussi les collègues de boulot. Je leur dis, moi, je sais pas si si on va boire un coup au boulot pendant une pause ou après le boulot, mon assistant, il va pas d'un seul coup entrer dans le cercle amical. Il aura sûrement besoin d'être tranquille, de bouquiner
d'être à côté de façon disponible et de rester dans son rôle professionnel et d'être calme. Du coup, sous forme de dialogue, en tout cas, en écoutant, en expliquant quel est le rôle et les limites professionnelles de l'assistant et en voyant si l'interlocuteur en face comprend comment ça se passe, quoi. Merci. Une autre question. Quel vecteur ou support utilises-tu pour recruter et exposer tes attentes? Alors, je crois que ça devient complètement taré au fil des années, au fil de la pénurie, la crise d'emploi et le capitalisme féroce. Au début, c'était assez traditionnel avec l'aide du web. Donc, c'était une partie officielle via Pôle emploi. Et c'était après des sites d'annonces. Donc, ça pouvait être des annonces de particuliers comme le Bon Coin ou des sites un peu plus semi-professionnalisés comme des annonces pour job étudiants ou désormais il y a Indeed aussi qui est un site d'emploi, alors pas comme Pôle emploi, mais en tout cas des sites réservés à des annonces d'emploi. Le bouche à oreille, forcément, par des contacts personnels et de travail aussi. Et moi, j'en suis même, la pénurie est tellement féroce depuis plusieurs années que j'en suis même à coller des affichettes dans la rue, en fait. Donc, ça peut être en déposé dans des lavomatiques, en déposé dans des commerces, mais ça en vient parfois en déposer aussi sur des poteaux, des murs, des lieux urbains, en fait. Et je dirais que ça permet actuellement un quart de recrutement par des affichettes que j'imprime, que je réalise moi-même et que j'imprime. Ça permet maintenant, voilà, un quart des recrutements. Donc, c'est par tous les moyens et tous les biais possibles et ça devient vraiment de plus en plus, vraiment de plus en plus difficile, quoi. Oui, merci. Alors, que penses-tu du fait que des membres de la famille, des membres de la famille de la personne handicapée travaillent en tant qu'assistant personnel? Alors, les aidants familiaux en France, ouais, ça m'a beaucoup intéressé l'intervention d'Elena et de sa collègue slovène sur voilà, comment tout ce qu'elles essayent de booster au niveau légal et au niveau concret de l'assistance personnelle, comment il y a de ce que j'ai compris, il y a aussi une grosse mainmise familiale sur se déclarer comme aidant familial. Moi, j'y suis pas. Bon, je pense à moi, mais je pense aussi du coup à d'autres personnes qui peuvent être dans ce besoin. Moi, j'y suis pas favorable, c'est évident en fait. Enfin, d'où moi je suis avec les besoins que j'ai, comment mon autonomie et ma vie s'est construite. J'ai absolument pas envie que mon entourage personnel intime et même mes collègues de boulot pallient, en tout cas deviennent mes assistants de vie. Ça, c'est vraiment très clair pour moi et je m'y tiens très fort. Après, j'ai l'impression qu'en France, il y a énormément d'hypocrisie autour de l'aidant familial parce que c'est un statut soi-disant officiel, mais complètement sous-rémunéré et qui ne permet pas à la personne d'acquérir une pleine autonomie. Enfin, pour moi, ça remet en place, ça légalise une dépendance à des personnes de l'entourage que je trouve très problématique. Et voilà, et par exemple, dans des situations de couple, quand il y a séparation, ou même, je veux dire, dans toute situation de couple, peut y avoir des moments de tension relationnelle. Devoir demander à sa conjointe ou à son conjoint de pour autant continuer à nous emmener à la douche, aux toilettes, moi, c'est quelque chose que je trouve, c'est un piège, en fait. Et c'est un piège en France qui est rendu légal, quoi. Du coup, j'y suis très peu favorable. Après, moi, j'ai jamais
j'ai jamais utilisé des noms familiaux. Donc voilà, je suis aussi, j'ai une critique qui est extérieure. Et je pense que voilà, des personnes qui sont dans cette situation ont forcément des arguments de toute façon on tourne beaucoup autour de la survie. Donc on a tous et toutes nos façons de survivre autant qu'on peut, de la façon qu'on peut. Donc ma critique, elle est plutôt facile vu que j'évite et jusqu'à présent, voilà, j'ai réussi à éviter ce système-là, quoi. Et Théodore, du coup, tu me posais la question et merci pour ton intervention qui était vraiment très intéressante ce matin. Voilà, merci. Je pense qu'on va devoir arrêter Ouais. pour passer à l'intervention suivante. Merci à toi, Zine. Merci à vous tous, en tout cas, tous et toutes. Merci beaucoup.